Bonjour, donc bienvenue dans l'Oreille au Poste sur Radio Dijon Campus. Aujourd'hui, l'Oreille au Poste, nous recevons Nicolas Petiot, délégué général de l'association Ad Camera, et Jean Douché, critique, historien du cinéma, réalisateur, enseignant et ancien conférencier. Donc, Monsieur Douché, vous êtes un ancien membre des Cahiers du cinéma. Vous y avez officié de quelle année à quelle année exactement? C'est-à-dire que c'est difficile à définir parce que j'ai connu très bien tous les jeunes qui allaient devenir les cahiers du cinéma puis après la nouvelle vague, c'est-à-dire dans les années 1950. Donc ça a commencé à ce moment-là. L'écriture elle-même, j'ai commencé en 56 jusqu'en 64. Bon, puis après je suis parti. Là, actuellement, j'ai une chronique depuis 3 ans dans la revue, mais je ne suis plus directement engagé dans la revue, quoi. D'accord. Et donc là, vous êtes là aujourd'hui parce que vous intervenez depuis septembre 2005 dans le cadre des projets de l'association Ad Camera. Donc pour la saison 2005-2006, ce projet se nomme Climax. Ça s'articule autour d'un cycle de projections de films qui sont accompagnés de conférences et d'analyses vidéo données par vous, Jean Douché. Le premier week-end Climax, il s'est déroulé au mois d'octobre. Ça portait sur Francis Ford Coppola. Vous avez notamment projeté à cette occasion la trilogie du Parrain et la Conversation secrète. Et vous êtes ici aujourd'hui, donc Nicolas Petiot et Jean Douché, pour nous parler du second week-end de Climax, qui va avoir lieu les 8, 9 et 10 décembre, et qui s'articule autour d'une partie de l'œuvre de Michael Mann. Donc nous allons donc nous retrouver tout de suite pour en parler après le podium de Vincent. De retour sur Radio Dijon Campus avec Jean Douché et Nicolas Petiot pour parler de Climax. Alors déjà, par rapport au projet Climax, quelles sont un peu les envies et le but qui sous-tend ce projet? Nicolas, peut-être? Ça fait partie d'une suite de projets qui ont commencé l'année dernière avec l'arrivée du ciné-club de l'association dans le cadre des activités du Théâtre Mansart. Le but était d'intégrer le cinéma dans cet endroit en collaboration avec les gens qui travaillent là-bas, notamment le Grenier de Bourgogne. Maintenant, Climax, c'est une version un peu évoluée de ciné-club. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait au niveau du Centre Image à Orléans, qui a créé un dispositif qui s'appelle Université au cinéma. L'idée de ce dispositif étant de mêler de la diffusion d'œuvres, alors après chacun son choix de programmation, soit de classiques, soit de contemporains amenés à devenir des classiques ou l'étant déjà, et de mêler tout ça avec la pédagogie du cinéma dans le cadre de l'université et du développement des lieux de diffusion sur le campus. On a également dans ce projet-là un autre intervenant qui est Cédric Anger, qui est un réalisateur, un critique également qui a travaillé au Cahier du cinéma, qui est également le co-scénariste de Xavier Beauvois et Werner Schroeter, qui lui s'occupe d'une partie qui est une partie test cette année d'enseignement du cinéma dans le cadre des cours de l'IUP Management de la Culture de Diderot, et afin de voir si l'intégration de la pédagogie du cinéma dans les plaquettes de l'Université de Bourgogne est envisageable. Et l'idée avec lui étant de traiter l'approche de l'œuvre du réalisateur traité, donc là en l'occurrence Michael Mann pour la prochaine, et de commencer à parler de la façon d'écrire les scénarios de cet auteur traité. D'accord. Donc pour revenir plus précisément sur le projet Climax qui se déroule à Mansart, donc là c'est sur un week-end avec des projections de films, et donc en décembre c'est Michael Mann. Donc Michael Mann, c'est un réalisateur, producteur et scénariste américain qui est né en 1943. Il a débuté sa carrière en réalisant des publicités et des documentaires. Il a ensuite continué en tant que scénariste de télé. On le connaît vraiment pour ses 2 grands succès qui sont Miami Vice, traduit en France par Deux flics à Miami, et Crime Story. Donc cette activité de scénariste de télévision, il la stoppe en 1990 pour vraiment se consacrer uniquement au cinéma. Aujourd'hui, à son actif, il a une filmographie de 10 films, et on peut notamment citer Le Solitaire en 1981, La Forteresse Noire en 1983, Hit en 1995, Révélation en 1999, en 2001 Ali, 2004 Collatéral et Miami Vice, son dernier film, en 2006. Alors, est-ce que ce parcours pour un réalisateur, Monsieur Douché, c'est atypique dans le sens travailler
aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Non, c'est pas du tout, c'est nouveau. C'est-à-dire que jusqu'en 1960, c'était même pas pensable. Mais il y a eu quand même un précédent qui est intéressant d'ailleurs d'évoquer parce qu'il y a quelques petits rapports entre ce personnage immense et Michael Mann, c'est-à-dire Wells. Wells avait commencé à la radio. Et il était venu au cinéma en transportant de cette façon la conception radiophonique à l'écriture, donc et aussi à la réalisation cinématographique. Mais entre-temps, bon, ça n'existait pour ainsi pas, puisque la télévision, il a fallu un certain temps pour qu'elle s'installe véritablement, que peu à peu, elle a eu des créations à elle, et donc des gens qui, comme Michael Mann, sont rentrés dans ce cursus-là, pour ensuite devenir cinéaste, il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais Michael Mann est un exemple absolument parfait, car on pouvait craindre le pire, et en réalité, il se révèle être d'abord et avant tout un cinéaste. D'accord. Et donc justement, par rapport à avant et avant tout un cinéaste, vous l'avez choisi pour ce week-end, mais initialement, la programmation qui était prévue s'articulait autour de Roman Polanski. Donc pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Tout ça, on a changé d'avis, non pas qu'on a changé d'avis, mais que Polanski on le fera. Mais c'est un problème d'équilibre. Comme on avait commencé avec les Américains, on a voulu travailler sur l'Amérique très précisément. Bon, Polanski a travaillé bien sûr en Amérique, mais l'essentiel de son œuvre, même si elle est toujours faite en anglais, est quand même très européenne. Donc c'est plutôt dans un autre procédé, d'autres conceptions qu'on va le mettre. C'est-à-dire on va le mettre dans la prochaine saison. D'accord. Et donc si vous c'était pour que ce soit un peu plus cohérent au niveau de la programmation de l'année, qu'est-ce que vous répondriez à un cinéphile qui vous accuserait de peut-être avoir cédé à la facilité en finalement choisissant Michael Mann, qui est peut-être un peu plus accessible et grand public que Roman Polanski? Bon, alors là, je dirais à ce cinéphile qu'il faudrait peut-être qu'il réapprenne de sa cinéphilie, parce que s'il y a eu quelqu'un d'archi célèbre dans le cinéma, ça a bien été Polanski à certains moments. Mais il y a quelques années de cela. En revanche, Michael Mann est un cinéaste qui a été très peu défendu au départ. Il n'y a que depuis 3-4 films que d'un seul coup, en effet, la critique le considère et lui donne de l'importance. Mais je peux vous jurer, si on fait ce stage sur lui, c'est que son œuvre n'est pas aussi facile que ce cinéphile pourrait, tel que ce cinéphile pourrait le croire, quoi. C'est loin d'être aussi facile. Merci. Nous allons donc faire une pause musicale et nous retrouver tout de suite après. De retour sur Radio Dijon Campus, toujours en présence de Jean Douchet et Nicolas Petiot. Nous avons donc parlé précédemment un peu du projet Climax. Nous allons donc maintenant aborder les films programmés. Donc les films programmés pour ce week-end consacré à Michael Mann sont Hit, qui a été réalisé en 1995, Révélation, réalisé en 1999, Collatéral, réalisé en 2004 et Ali en 2001. Pourquoi avez-vous choisi ces 4 films de la filmographie de Michael Mann? Mais il y a une volonté de traiter ce que j'appellerais un peu la trilogie de Michael Mann à partir de Hit, qui est clairement une volonté de traiter la formation de la société américaine, ce qu'on ressent derrière également avec le dernier des Mohicans, alors que malheureusement on n'a pas pu se procurer. C'est un peu cette volonté-là dans un premier temps. Ensuite, il y a également une problématique liée à la disponibilité des copies de Michael Mann, puisque si on revient un peu sur ce cinéphile dont on parlait tout à l'heure, malheureusement
cette connaissance de Michael Mann, ou en tout cas cette connaissance du grand public de Michael Mann, ne se retrouve pas dans la disponibilité des copies, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Et Michael Mann fait partie des gens dont, par exemple, les films ne sont pas tous classés RAC, ce qui est un vrai étonnement. Et la plupart des films ne sont plus disponibles en distribution non commerciale. Et on est dans une situation un peu particulière. Les premiers films de Michael Mann, par exemple, certains n'ont même pas été distribués en France. Quand il sort de son école de cinéma à Londres, il tourne un film qui s'appelle Jericho Miles, qui lui n'a jamais été montré, donc ça on peut pas le montrer nous-mêmes. La Forteresse Noire, donc, qui est un téléfilm qui est un peu dans une démarche différente, mais lui non plus n'est pas disponible. Et après, c'était également l'idée de, un peu comme sur Coppola, de traiter les œuvres apparemment les plus connues du réalisateur, mais pour montrer qu'il y a chez ces auteurs-là, et c'est pour ça qu'on souhaite les traiter avec Jean Douché, une deuxième lecture et voire une troisième lecture qui se cache derrière la force de leurs images. Et là, on est effectivement dans la notion de programmation avec De Palma qui arrivera derrière, chez des grands traiteurs d'images, ce qu'on souhaite. Alors, notre vrai regret, c'est de ne pas pouvoir montrer Miami Vice. Le film étant sorti au mois d'août, les disponibilités non commerciales ne s'appliquant qu'à partir de 6 mois après l'exploitation commerciale du film. Ça, c'est un regret. D'accord. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des obsessions qui sont récurrentes dans les 4 films de Michael Mann qui sont projetés et plus largement dans toute son œuvre? Monsieur Douché ou Nicolas? Je crois, en tout cas moi sur la lecture que j'en fais, je crois que Mann est quelqu'un à un moment qui est obsédé par la notion d'action. Et qu'est-ce que filmer l'action et comment réussir à la faire ressentir aux gens, c'est évident dans les derniers films depuis Hit où on est face à quelqu'un, et c'est là où je rejoins complètement Jean Douché sur le rapport de Mann à la télé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on sent qui a vu beaucoup de clips, qui a vu beaucoup de séries et qui s'est énormément à un moment posé la question de comment utiliser cette rapidité d'action dans le cinéma. Et je crois qu'on est face à quelqu'un qui à un moment tire l'action jusqu'à un moment où on attend que tout explose, mais qui finalement ne laisse rien exploser, et c'est là où est toute sa force. Moi, la vraie obsession de Mann, pour moi, elle est là. Je sais pas. Donc, là, je suis entièrement d'accord. Et donc, je pense qu'il a quand même quelques obsessions très fortes, en particulier celle déjà de la notion de solitude. Il faut agir pour éviter la solitude, il faut être en groupe pour éviter la solitude, mais en réalité, la solitude est extrêmement présente dans tout son cinéma. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle, en français, Le Solitaire, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, les actions sont faites, non pas vraiment pour accomplir l'action, mais un peu pour occuper le temps. Et ça devient quelque chose de tout à fait intéressant, et en particulier dans son dernier film, Miami Vice, où il n'y a plus d'action véritable, c'est-à-dire qu'on n'a plus de prise véritable sur le monde, et on fait de l'action un tout petit peu pour échapper, pas un tout petit peu, même beaucoup pour échapper à soi-même, pour échapper à la société, pour échapper à tout ce qui vous concerne profondément. Et ça, c'est un thème très moderne. C'est vraiment un cinéaste de notre époque. Je dis de notre époque, des années 2000, quoi. Pas du tout... de 1990 à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui nous concerne directement. Et de ce point de vue, ça me semble être en effet un cinéaste majeur. On a mis du temps à s'en rendre compte. Il a été je vous le répète, il était au départ un peu, je dirais pas méprisé, mais enfin, c'est bien, c'est du genre, etc. Et il a bien fallu se rendre compte que la force même de son cinéma, il y a la force pour nous spectateurs qui sommes pris par son cinéma, et on ne peut pas y échapper finalement, c'est là aussi sa grande force, fait que on s'est rendu compte que c'était quand même plus important qu'on voulait bien le dire, et qu'il était réellement un cinéaste. Et dans le déroulement lui-même du week-end, est-ce que vous avez travaillé justement sur une logique par rapport à la chronologie de projection des films qui ne correspond à la chronologie réelle de réalisation, pour travailler un peu sur ça? On a souhaité réussir à emmener les gens, faire une sorte de montée en puissance jusqu'au dernier jour et l'analyse vidéo. Tout
tout ça pour nous étant, alors je ne souhaite pas non plus trop en dévoiler par rapport aux gens sur cette montée-là, mais ça va complètement dans le sens de votre question sur les obsessions, c'est-à-dire qu'on a essentiellement deux thèmes qui vont être notre point d'ancrage, qui seront la façon de filmer les villes, notamment de Michael Mann. Quand on voit sa façon de filmer Los Angeles dans Collateral, de nuit, c'est absolument magnifique. La deuxième des choses, c'est avec quel outil il filme ça. C'est-à-dire qu'on est quand même face à Michael Mann, face à un réalisateur qui utilise la caméra haute définition actuellement, qui s'en sert d'une façon qui est très différente de ce qu'on a pu voir chez d'autres, qui teste même la liberté propre de la caméra à traiter la lumière d'elle-même dans certaines situations, et quelque chose ensuite qui sera notre chemin vis-à-vis des personnages chez Michael Mann, avec également et ça on le ressent dans Hit, dans Ali et dans les 4 films qui seront montrés, c'est quel est à un moment pour un personnage le chemin d'un but avec une méthode, ou l'inverse, d'une méthode sans but. Et ça, dans Collateral, c'est l'opposition entre ces deux personnages qu'on retrouve tout le long du film, et qui à un moment s'inverse quand les personnages se retrouvent dans ce moment où le film change. Et on retrouve ça très souvent chez Michael Mann. Et ce sera ça ça rejoint autrement le thème de la solitude. C'est-à-dire que chacun cherche à s'en sortir. Est-ce qu'on va avoir une action sûre, ou est-ce qu'on va se laisser entraîner pour le plaisir même de l'action, ou pour la sensation de l'action? Et c'est cette espèce de dualité qui fait tout son cinéma. Et juste pour finir, on va également pouvoir travailler sur la notion des grands acteurs, puisqu'on est quand même face à des très très grands acteurs pendant tout ce week-end. On va quand même avoir Pacino, De Niro, Will Smith qui fait une prestation remarquable dans Ali. On a Tom Cruise et Jamie Foxx qui sont impressionnants dans Collateral. Et ça sera également un des points vis-à-vis de ce réalisateur qui est un grand directeur d'acteurs. Oui, et qui en plus a la chance d'avoir tous les acteurs à sa disposition. C'est-à-dire tous les grands acteurs veulent travailler avec lui. Ça aussi, c'est un signe. Merci. Donc, on fait une petite pause musicale. De retour donc sur Radio Dijon Campus, l'oreille au poste, toujours en présence de Jean Douché et Nicolas Petiot pour le Week-end Climax consacré à Michael Mann. Donc on a parlé précisément des films projetés. Alors maintenant, pour traiter de l'œuvre de Michael Mann en général, une question, Monsieur Douché, est-ce que Michael Mann est un auteur? Bon, alors ça, c'est la bonne vieille question. Pour moi, je réponds oui, parce que si je viens animer ce week-end, c'est parce que c'est un auteur, sinon je serais pas là. C'est beaucoup plus simple. Voilà, la réponse est donnée. D'accord. Et en quoi, selon vous, est-il un auteur? Alors, ça, c'est encore une question piège, et en même temps, c'est pas une question piège. Justement, c'est un cinéaste qui, à la fois, a une thématique, a un univers obsessionnel, ce qui est la moindre des choses. C'est quand même la caractéristique aussi d'un auteur que d'avoir toujours un certain nombre de thèmes qui l'obsèdent et dont il fait le sujet même de son œuvre. Et puis, il est un auteur parce que c'est quelqu'un qui, pour dire cela, invente son écriture et le dit par son écriture. C'est-à-dire, au cinéma, c'est comme en littérature, c'est pareil. En littérature, c'est l'écriture qui fait l'auteur. C'est pas ce que raconte Monsieur Proust, on s'en fiche royalement. Ce que dit Monsieur Proust par sa phrase, c'est capital, et son œuvre est là. Bon, c'est la même chose pour moi, un auteur, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un langage, un véritable univers et donc un véritable langage. D'accord. Et est-ce qu'on peut le rattacher à une école ou à un style? Oui et non. Oui, il appartient au genre film d'action américain. Alors, vous voyez que c'est un genre immense. Bon, avec une connotation, disons, policière, mi-policière, mi-film noir. Mais c'est pas vraiment du film noir, c'est pas vraiment non plus du policier. Là aussi, il a inventé quelque chose de neuf dans ce genre, mais on s'y reconnaît quand même. C'est pas du tout quelque chose dans lequel on est perdu. Et en même temps, ce qui le distingue, c'est que
c'est les films qu'il nous présente, son œuvre telle qu'on la connaît maintenant, c'est une œuvre qui est très séparée des autres. Par exemple, quand on prend les cinéastes qui vont passer cette année, donc on a passé déjà Coppola, on va passer De Palma, on va passer Kubrick, on va passer Eastwood. Il est maintenant extrêmement singulier. Il ne correspond pas du tout. C'est pas quelqu'un parmi d'autres. C'est d'un seul coup dans un genre, quelqu'un qui a trouvé véritablement sa place et qui fait un cinéma, je dirais, unique. Donc, de ce point de vue-là, c'est un auteur. Merci. Est-ce qu'il parvient, selon vous, à se détacher et à s'émanciper de Scorsese et de Palma? Bien sûr qu'il se distingue, bien sûr. Mais là, bon, puisque nous avons cette année Coppola, De Palma et Michael Mann, bon, ne parlons pas d'Eastwood, qui lui d'emblée est un cinéma différent. Bon, c'est un cinéma beaucoup plus classique. Et ne parlons pas de Kubrick, qui est un autre cinéma, si vous voulez. Mais si on prend ces trois cinéastes-là, et on aurait pu prendre aussi Scorsese, chacun est très différent des uns des autres. On peut pas mélanger. On ne peut pas dire Michael Mann, bon, c'est un Coppola un peu différent, etc. Pas du tout. C'est vraiment Michael Mann, point final. Coppola, point final. De Palma, point final. Ils ne peuvent pas se confondre. Ils ne peuvent pas non plus se mélanger. Impossible. Nicolas, oui. La façon dont je résume ça, mais c'est très schématique, hein, c'est que Coppola serait un grand conteur, De Palma un grand manipulateur, et Michael Mann serait un peu le grand chef de l'action dans tout ça. Mais c'est un schéma. D'accord, mais qui s'entend. Et pour revenir plus sur le cinéma de Michael Mann, comment est-ce que son cinéma a évolué depuis ses débuts avec ses premiers films jusqu'à Miami Vice? Vous savez, c'est là aussi vous parliez d'auteur, c'est là où on distingue un auteur. C'est-à-dire que un auteur, dès la première œuvre, l'œuvre est déjà présente. Et après, ce qui va se passer, c'est comment l'auteur, donc l'artiste, va approfondir et ses sujets, et ses thèmes, et par conséquent son écriture. Donc l'œuvre évolue, mais ça c'est l'évolution absolument classique de n'importe quelle œuvre artistique. Entre le premier tableau, je sais pas, vous prenez l'Adoration des mages de Léonard de Vinci et ses tout derniers tableaux, mais déjà toute l'œuvre de Vinci est dans l'Adoration des mages. Et puis après, ça devient autre chose. C'est la même chose chez un véritable auteur. Michael Mann, c'est pareil. Il n'y a pas de... Comment dirais-je ? Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas chez lui de rupture entre son premier film et aujourd'hui. Simplement, il y a de plus en plus une condensation, une compréhension de ce qu'il faut surtout travailler, et c'est sur ça qu'il travaille. C'est pour ça que je trouve votre question à Jean Douché sur le Michael Mann est-il un auteur très intéressante, puisque j'ai quand même l'impression que Jean Douché est actuellement parmi les gens qui ont défendu et qui se sont battus pour la politique des auteurs, oui. Mais j'ai quand même l'impression que Jean Douché est encore le dernier qui y croit vraiment. Et c'est vrai que je vais vous révéler un secret sur Jean Douché. Jean Douché, c'est pas un secret pour ceux qui ont lu son dernier livre, la DVDothèque de Jean Douché. Jean Douché aime beaucoup les DVD et on a une petite collection sympathique. Et on voit que Douché, même chez des films, chez des auteurs dont certains films pourraient paraître plus faibles que d'autres, est dans une notion où à partir du moment où il intègre un auteur dans sa collection, il lui faut tout ce qu'a fait l'auteur, puisque à un moment c'est une grande cohérence. C'est un peu ce que dit Coppola sur le fait que c'est comme construire une voiture, c'est-à-dire que l'un des films est le moteur, l'autre est le volant, tout ça. Mais voilà. C'est comme ça que je vois ça sur cette question par rapport à Michael Mann. Merci. Donc on va de nouveau faire une pause musicale. Radio Dijon Campus, l'oreille au poste, ce soir avec Jean Douché et Nicolas Petiot pour le projet Climax. Alors, pour les week-ends Climax de cette saison, donc nous n'avons que des réalisateurs américains. Le premier étant donc
Coppola, merci. Le second, Michael Mann. Ensuite, De Palma en janvier, Clint Eastwood en février et en avril, pour terminer, Stanley Kubrick. C'est donc volontaire d'avoir choisi un cycle américain pour cette saison. Oui, complètement. Nicolas. Alors ça fait suite à la programmation de l'année dernière. Nous avions travaillé sur les grands classiques et américains et européens, mais avec une programmation beaucoup plus vaste où on était passé de Lou Beach à Oliveira en allant jusqu'à Milos Forman. Cette année, on souhaitait commencer un peu par ce qui est appelé un peu rapidement le nouvel Hollywood et ce qui a changé dans l'industrie du cinéma par l'intervention de ces réalisateurs américains qui à un moment se sont rebellés contre le système des studios. Alors on n'est pas forcément avec Eastwood dans cette idée-là, mais on est face à un moment à des gens dont on trouve une liaison dans l'ensemble de leurs œuvres sur l'idée que c'est quand même un cinéma très 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 américain, même si De Palma est en France maintenant, même si Kubrick a été exilé en Angleterre pendant des années, mais pour nous il y a une liaison évidente de culture même du cinéma américain chez tous ces auteurs-là et qui nous paraissent être actuellement peut-être les plus intéressants. Il y en a bien sûr d'autres, hein, mais moi je regrette qu'on n'ait pas plus de temps par exemple, mais il y a quelqu'un que j'aurais voulu énormément intégrer là-dedans, c'est Terrence Malick qui lui aussi est face à une écriture tellement personnel qu'il en devient sublime, je trouve. Oui, d'ailleurs, Monsieur Douchet. Ce qui est intéressant, en fait, et moi, j'y tenais beaucoup, bon, il se trouve que je connais un peu l'histoire du cinéma, depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, et ce qui était, à mon avis, intéressant par rapport à des jeunes, cinéphiles ou qui vont le devenir, c'est leur montrer le cinéma depuis 70. C'est-à-dire que la fin du cinéma classique en 60, entre autres à Hollywood, mais dans le monde entier d'ailleurs, un nouveau cinéma qui va se faire, en particulier grâce à la nouvelle vague, à partir de 60, et aux États-Unis, la répercussion d'un nouveau cinéma, en effet, qui se crée à partir de 70. En effet, Coppola, De Palma, tous ces gens-là débutent en 67-68. Eastwood va démarrer aussi à peu près à cette époque-là. Jusqu'alors, il est acteur. Bon, alors ne parlons pas de Kubrick, parce que justement, lui, c'est un ancien de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'on voulait aussi le prendre, pour montrer ce qu'était 20 ans avant. Et donc c'était aussi un autre cinéma tout à fait passionnant, et c'est un peu ça qu'on veut montrer, c'est-à-dire le cinéma vraiment moderne américain, sachant qu'on va présenter ça malgré tout à beaucoup de jeunes, on est là pour ça, mais que ces jeunes voient dans ce cinéma-là un cinéma déjà de gens maintenant devenus des anciens. Ce sont des cinéastes qui ont entre 50 ans et 70 ans, et même Eastwood, c'est bientôt 75. Donc c'est un cinéma encore jeune, mais qui a atteint maintenant sa maturité, et évidemment d'autres jeunes cinéastes, aussi bien américains qu'ailleurs, arrivent. Bien sûr qu'un jour ou l'autre, on va faire du cinéma mondial avec des gens beaucoup plus jeunes, c'est évident. Puis, je crois pas qu'on ait vraiment tort dans le fond quand on voit le dernier De Palma, le Black Dahlia que Jean Douchet est venu traiter à Dijon, qui est un film absolument sublime, et où moi j'ai quand même l'impression que De Palma là à ce moment-là nous met l'un des films américains les plus intéressants des 10 dernières années, alors qu'effectivement on est face à quelqu'un qui commence à être âgé et voire considéré déjà comme un classique, quoi. Mais c'est là aussi peut-être la notion d'auteur. Pour moi, un auteur reste jeune jusqu'à sa fin. À moins qu'il ait une maladie, bon, ça c'est autre chose. Mais je vois pas en quoi Picasso ou Titien, prenons vraiment des vieillards, ou Oliveira, dont j'ai vu le dernier film qu'il a tourné à 98 ans, et son dernier film d'une modernité et de jeunesse étonnante. Donc je vois que si on a un véritable auteur, on reste jeune, même si, évidemment, on apporte des questions peut-être un peu plus graves que lorsqu'on est un jeune débutant qui se livre totalement, qui s'exorcise totalement, donc à ce moment-là, qui devient quelque chose de tout à fait neuf et passionnant, quoi. Mais c'est ça qui nous intéressait, enfin, c'était de montrer ce cinéma-là
que la plupart des jeunes vont quand même voir. Ils vont voir ce cinéma-là et leur montrer que ce cinéma-là est tout à fait passionnant et qu'en plus c'est un cinéma qui reflète la société justement après 70, c'est-à-dire après la guerre du Vietnam pour l'Amérique, etc. Donc, ou en tout cas après ou même pendant, puisque jusqu'en 74, il y a la guerre du Vietnam. Donc, comment l'Amérique est maintenant regardée par les Américains, et c'est plus du tout le même regard que celui des années 1930-40. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que il n'y a pas d'œuvre créatrice qui ne soit pas totalement imprégnée et imbriquée dans la réalité d'une société. Et donc, elle l'exprime pas en démontrant les problèmes, mais en faisant sentir très précisément ce que c'est que quelle est la gravité ou quels est les problèmes subtils et réels d'une société. Justement, Pardon, oui, justement, quand vous parlez justement de ce cinéma américain, avec ces réalisateurs propres au cinéma américain que vous avez choisi, est-ce que vous pouvez nous citer des particularismes précis et propres à ce cinéma qu'on retrouve dans la ligne de chacun des réalisateurs? Bah oui, il y a de toute façon, il reste, c'est un peu compliqué à expliquer, ça reste du cinéma américain, hein, c'est-à-dire, entre autres, du cinéma d'action. Le cinéma d'action, c'est le problème même, et tel que Hollywood l'avait parfaitement mis en place, c'est-à-dire, il y a des problèmes dans le présent, il y a une crise qui vient souvent du passé, et quelle est la solution? C'est le futur. Il faut courir vers le futur qui nécessairement va résoudre les problèmes, puisque l'idéologie fondamentale et première que répand Hollywood pendant très longtemps, c'est tout individu a droit à la réussite, tout le monde peut réussir. Donc tout le monde peut réussir, donc tout le monde peut améliorer son sort grâce au futur, il faut aller vers le futur. Donc quand on regarde bien l'idéologie américaine, c'est tout à fait passionnant. Et aujourd'hui, à partir des années 70, justement, tous ces jeunes cinéastes en 70, j'entends, se rendent bien compte que c'est faux, que c'est un mensonge, et que ce mensonge, en réalité, la réussite n'est pas du tout au bout du compte, que le happy end n'est pas du tout au bout du compte, et que, en conséquence, et en particulier chez Michael Mann, on va maintenant se laisser prendre au piège de l'action pour l'action, qui n'a plus aucune raison et qui n'aboutit en fait à quasiment à rien d'utile. C'est un cinéma, ces cinéastes-là, en tout cas ces trois, Mann, De Palma et Coppola, sont des cinéastes assez pessimistes. C'est le désenchantement. Alors, très désenchanté, mais même, c'est là où c'est intéressant, un Eastwood qui cherche, lui, à perpétuer le cinéma classique, fait des films de plus en plus désenchantés et, on peut dire, très pessimistes. Ne parlons pas de Kubrick, qui, à mon avis, avec son dernier film, I Was Shot, a fait le film le plus noir sur la société américaine que je connaisse. Et sur la société américaine, donc la société mondiale, attention. La société américaine ne m'intéresse aussi qu'en tant qu'elle est celle qui influe sur les sociétés mondiales. Et donc, dans la chronologie également de la saison, vous avez choisi aussi un peu cette montée en puissance pour terminer par Kubrick. C'est la fin qui est la montée en puissance. Après, il n'y a pas vraiment d'ordre dans les. Il n'y a pas d'ordre, mais c'est évidemment terminé par Kubrick, c'est réintroduire du classicisme à l'intérieur, mais en montrant que ce classicisme est déjà en train de se casser. Mais il faut dire, le classicisme de Kubrick, c'est quand même Kubrick est un monsieur qui démarque en 1950, 53, 54. Et déjà, en 50, le grand classicisme américain est en train de s'effriter, de se déliter. Il va se terminer en 60. Donc, il appartient déjà à un cinéma qui ne se présente pas directement comme un cinéma de contestation, mais qui, au fond, est un cinéma de contestation.
et qui va le devenir de plus en plus. Et c'est pas pour rien que Kubrick va quitter Hollywood et va s'installer en Angleterre, ou va vivre 30 ans en Angleterre. C'est-à-dire qu'il va faire tout son cinéma américain en Angleterre, ce qui est quand même aussi intéressant, ce qui prouve que le rapport à Hollywood n'est pas un simple rapport comme ça, bon, on est là, on fait ses films et tout le reste. Non. De même, par exemple, pour Michael Mann, c'est un peu différent. Mais s'il va à Hollywood, oui, mais avec son indépendance, mais en même temps, c'est pour quitter aussi la télévision qui, d'une certaine façon, a pris le relais, dans le pire sens du terme, d'un Hollywood bien industrialisé et bien pensant idéologiquement. Merci. On se retrouve après un peu de musique. Radio Dijon Campus, l'oreille au poste, toujours avec Jean Douché et Nicolas Petiot, donc pour le projet Climax. Alors, donc nous allons parler pour terminer de ce projet donc de centre de ressources, qui se base sur la donation par vous, Monsieur Douché, de votre fonds que vous avez acquis. Alors déjà, première question à vous, Monsieur Douché. Qu'est-ce que ça représente pour vous de donner comme ça tout ce que vous avez accumulé pendant toute votre carrière, de léguer ça à l'association Ad Camera? Ça représente deux choses. Un, que ça me débarrasse, ça libère mon appartement. Et l'autre, c'est fabuleux, quoi, de se dire, bon, on a fait un travail, et ce travail continue à intéresser, que des jeunes se donnent la peine de le faire vivre, d'essayer de le perpétuer, c'est magnifique. Bon, qu'est-ce que je dise de plus? C'est flatteur, c'est surtout très... C'est une belle fin de travail, quoi. Et donc, Nicolas, l'association Ad Camera, en se retrouvant le futur propriétaire de tout ce fonds qui comporte, je crois, aussi bien des pellicules de films que des DVD, que les conférences données par Monsieur Douché. Donc, il y a tout un type déjà de formats, de matériaux divers sur le cinéma. Donc vous allez vous retrouver à la tête de ça. Et qu'est-ce que vous allez en faire et comment voulez-vous le valoriser? Nous, l'idée de la constitution de ce fonds, c'est dans un premier temps déjà de récupérer à travers le monde l'ensemble du patrimoine Jean Douché, c'est-à-dire tout ce qu'a pu faire Jean Douché. On a quand même de la chance, c'est que Jean Douché est quand même quelqu'un d'ordonné, donc ce qui nous permet de récupérer facilement les choses. Et le but de ça sur du long terme, c'est vraiment à un moment de respecter l'objectif qu'on s'est donné, qui est, il faut valoriser ce patrimoine en le rendant accessible. Il faut que les films soient montrés. Il faut qu'on les conserve également. C'est-à-dire qu'il y a certains films dont actuellement certains des courts-métrages de Douché dont on n'est pas sûr de l'existence de négatifs des films, mais il faut absolument travailler là-dessus. L'ensemble des conférences qui est quand même, je pense, le plus grand fonds mondial de conférences sur le cinéma, qui représente quasiment 2000 conférences données à travers le monde, sur des auteurs, sur des films, comme on le fait par exemple sur Climax, mais il y en a eu énormément, et il faut absolument que ces choses-là soient déjà conservées et ensuite mise en valeur. Alors comment on le fera, mais ça, nous en tout cas, on souhaite pas être dans une démarche commerciale vis-à-vis de ça. On souhaite pas se faire de l'argent avec ça. Nous, notre but, c'est d'intégrer ça dans la création d'une cinémathèque à Dijon, et que ça soit le premier fonds de cette cinémathèque, et surtout que ça aille dans le sens de ce qui est la raison première pour laquelle on le fait. Le mot propriétaire me paraît un peu différent de notre volonté, c'est plus gardien quelque part de tout ça, et c'est de faire que pour nous, vous savez, je lisais une interview de Barbet Schroeder il y a pas longtemps, qui a sorti ses DVD chez une boîte qui s'appelle Carlotta, qui est une très bonne boîte d'ailleurs, et qui disait dans une interview à Télérama, la personne qui m'a le plus influencé dans la critique, c'est Jean Douché. Et voilà, nous on est je veux absolument pas me mettre avec Barbet Schroeder, c'est pas ça, mais nous c'est pareil. C'est-à-dire que dans cette association, on a une certitude, c'est que Douché est le meilleur, et pour nous la façon de s'assurer que d'autres verront que c'est le meilleur, c'est de devenir le gardien de tout ça et de le mettre à disposition du plus grand nombre.
Et en plus, c'est la première pierre déjà assez massive d'un projet qu'il est tout autant, qui est autant ambitieux que respectable, la création d'une cinémathèque à Dijon. Bah ouais, parce que ça va dans le sens d'une ville qui fait un chemin vers la volonté de valoriser le cinéma. Quand on voit là par exemple l'arrivée des rencontres de l'art, le déplacement, des choses comme ça. Et il manque quand même une chose à Dijon. Il manque une cinémathèque, il manque une vision du cinéma non commercial, et il manque un lieu qui deviendrait un peu l'endroit où on serait dépendant d'aucun contingent financier et d'aucune galvanisation des mots. Moi je trouve qu'à Dijon, il y a des personnes qui utilisent des mots un peu trop comme ça parce que ça fait bien, parce que par exemple le terme ciné-club, je trouve qu'il y a un terme qui est utilisé un peu n'importe comment en ce moment. Un ciné-club, c'est une démarche très particulière entre les adhérents de la structure qui montent ce ciné-club pour diffuser et programmer ensemble. C'est pas juste passer un film classique dans un ciné ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'un lieu comme une cinémathèque, c'est un lieu qui peut déjà remettre les choses à leur place, parce qu'il faut que les choses soient remises à leur place pour pouvoir survivre. C'est très difficile pour les ciné-clubs de vivre en ce moment en France, et les cinémathèques doivent être des lieux de survie. Moi, j'attends beaucoup de la Cinémathèque française en ce moment à Paris, qu'elle prenne position pour la défense des ciné-clubs en France, et je crois que Dijon a besoin de ça pour que le travail de tout le monde puisse être préserver, montrer et vivre. Quand on voit l'importance de la Cinémathèque de Langlois sur les cinéastes de la nouvelle vague, sur l'apprentissage de l'ensemble de ces gens, pourquoi à notre petit niveau on pourrait pas à Dijon apporter ça aussi, et puis au niveau des cinémathèques nationales apporter une autre pierre. Qui serait le traitement d'œuvres comme le travail critique de Douché, le travail de réalisateur de Douché. Il y a également d'autres choses. Ce sera un autre angle d'approche complémentaire. Ouais. Et puis tout le travail de conservation d'une cinémathèque qui maintenant, pour une cinémathèque qui se crée actuellement, la pellicule, oui, il y a encore des pellicules à conserver qui sont pas conservées, mais bon, ce que fait Bercy, ce que fait Toulouse sont des travails déjà énormes, et là il y a rien à ajouter à ça. Par contre, maintenant une cinémathèque qui se crée maintenant doit se poser la question de la conservation du numérique. Comment on conserve un HD, comment on conserve le film de Barbet Schroeder, La Vierge des Tueurs, qui est en HD. Et ça, c'est des questions, je pense, qu'une cinémathèque qui se crée maintenant doit absolument imposer aux gens. Bien, je vous remercie. Et bien alors, bonne chance et bon courage pour ce lourd projet. Et sinon, on se donne rendez-vous le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre au Théâtre Mansart pour le week-end climax consacré à Michael Mann. Donc merci beaucoup d'être venus, Monsieur Jean Douché et Nicolas Petiot. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.